je pense que cette décision du gouvernement porte atteinte à la dignité humaine, à la liberté de l'homme, à la loi fondamentale sur les droits de l'homme, et donc ce citoyen lambda pourra, s'il a évidemment un petit peu d'argent, parce que ça coûte quand même un certain prix, il pourra aller devant la Cour suprême contester n'importe quelle décision du gouvernement. Et ça, je dirais, ça c'est la première révolution constitutionnelle qu'a opéré le juge Barak, c'était donc d'élargir ce qu'on appelle le droit de saisine, c'est-à-dire le droit d'aller former un recours devant la Cour suprême. Donc il a élargi les portes de la Cour suprême très largement, au point qu'aujourd'hui vous avez ce phénomène que vous connaissez très bien, de toutes ces associations, ce qu'on appelle ces ONG, qui sont très souvent financées par des pays étrangers en plus, souvent par l'Union européenne, par la France, par l'Allemagne, par n'importe quel pays d'Europe, et qui viennent former des pourvois, des recours devant la Cour suprême, toujours en plus dans le même sens politique, toujours pour contester des décisions du gouvernement ou de l'armée israélienne, et en fait finalement pour défendre des intérêts politiques bien définis, et elles ont le droit, elles sont recevables à aller devant la Cour suprême. Donc ça c'est la première, je dirais, grande révolution qu'a opéré le juge Barak, c'est d'ouvrir les portes de la Cour suprême au recours de quasiment toute personne qui veut contester une décision administrative, une décision politique. Évidemment, cette réforme qu'il a opérée, ça a été au nom de conceptions bien définies du rôle de la justice, qu'il a exprimé dans des livres, dans des articles, et notamment par une phrase bien fameuse, qui est restée fameuse, quand il a dit « Melo haolam mishpat ». Tout le monde entier est rempli de droits. Ça, c'est une des phrases les plus connues du juge Barak, et qui a été souvent commentée et critiquée. Ça veut dire que dans sa philosophie du droit, toute chose, toute affaire humaine relève finalement des tribunaux. Ce qui est évidemment une idée tout à fait, je dirais, radicale. Parce que dans tous les pays démocratiques, la justice exerce son emprise sur une partie de la vie publique ou de la vie privée, mais c'est seulement quand il y a un litige, quand il y a des plaideurs, quand il y a des parties qui s'opposent. Vous voyez, du point de vue du juge Barak, et il l'a dit de manière explicite, toute affaire humaine relève de la justice. Et il y a une citation, d'ailleurs je vais peut-être la lire parce que je ne veux pas citer de mémoire, il dit quelque part, même les sentiments humains, même l'amitié relève de la justice. Vous voyez c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en France le domaine réservé. En France, vous avez des choses qui sont justiciables, des choses qui ne le sont pas. Vous avez par exemple des décisions gouvernementales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en justice parce que c'est le domaine, ce qu'on appelle le domaine réservé du gouvernement. Vous avez par exemple l'action diplomatique de la France ne peut pas faire l'objet d'aucun recours devant la justice. En Israël, on peut contester en justice, devant la Cour suprême, une décision diplomatique du gouvernement. Et donc, dans cette conception de Aaron Barak, même les sentiments humains peuvent faire l'objet d'un recours devant la justice. Dans son idée de la justice, comme il a dit aussi, à kol shafit, tout est justiciable. Et évidemment, c'est une philosophie tout à fait particulière et radicale qui, en fait, je dirais, sous-tend son idée d'un juge omniprésent dans la vie publique, dans la vie de l'État et dans la vie des institutions. Et finalement, je dirais, cette philosophie, c'est un petit peu le socle sur lequel il a construit ses conceptions du droit et sur lequel il a ensuite assis toute cette révolution constitutionnelle qui a donné le pouvoir à la Cour suprême qu'elle a aujourd'hui. Alors, pour revenir sur la différence avec la situation aux États-Unis, parce que quand vous lisez un manuel de droit, comme je disais tout à l'heure, ou quand vous entendez, en ce moment il y a sur Galei Tzahal, comme la Cour suprême est très contestée en ce moment dans le débat public, alors sur Galei Tzahal, ils ont invité un ancien juge, je crois que c'est Israël Zamir, à venir expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la Cour suprême, qu'est-ce que c'est le système constitutionnel en Israël. Et évidemment, je dirais c'est un cours très intéressant, mais tout à fait orienté parce que quand on écoute ce juge à la retraite, eh bien, on a l'impression qu'on a le meilleur système judiciaire au monde. Et notamment, il comparait un arrêt très fameux de la jurisprudence de la Cour suprême, qui s'appelle l'arrêt Bank Mizrahi, en disant c'est notre arrêt Madison-Madbury. Donc l'arrêt, en faisant référence à un arrêt de la Cour suprême américaine très célèbre, par lequel la Cour suprême américaine a instauré le droit de contrôler les lois, de contrôler la constitutionnalité des lois. Eh bien, la différence qu'il a omis de préciser sur la radio, sur Galei Tzahal, c'est que aux États-Unis, vous avez une constitution écrite, une cour constitutionnelle une cour suprême qui peut vérifier est-ce que les lois sont conformes à cette constitution. Mais en Israël, comme on n'a pas de constitution, comment est-ce que la Cour suprême
peut vérifier si une loi est constitutionnelle ou pas? Eh bien, la réponse, c'est qu'elle se réfère à 2 lois fondamentales qui ont été votées en 1992 sous l'instigation du juge Barak, qui sont les lois fondamentales sur la dignité et la liberté de l'homme et sur la liberté professionnelle. Donc 2 textes qui concernent des sujets très différents. L'un, c'est la vie économique et l'autre, c'est les droits, ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et grâce à ces deux lois fondamentales, en fait, et je dirais de manière un petit peu implicite, lorsque ces 2 lois ont été votées, je ne pense pas que les législateurs de la Knesset avaient conscience de la révolution que ça allait opérer dans le système judiciaire israélien. Mais grâce à ces 2 lois, aujourd'hui, la Cour suprême, mais aussi n'importe quel autre tribunal en Israël, peut peut déclarer qu'une loi votée par la Knesset est invalide, n'est pas conforme à ces lois et donc est anticonstitutionnelle. Donc, on a, comme je disais, on a une situation paradoxale dans laquelle la Cour suprême peut déclarer anticonstitutionnelle une loi, n'importe quelle loi votée par le Parlement, alors même qu'on n'a pas formellement de constitution écrite. On a juste des lois fondamentales qui constituent ce qu'on appelle ici une chouka beshlavim, on a dit une constitution par étapes qui est en voie de se créer. Et je vous ai dit tout à l'heure pourquoi David Ben Gurion pensait que la constitution était un problème qu'il fallait repousser au calendrier grec, parce qu'il y avait des problèmes plus urgents. À l'époque, c'était la guerre d'indépendance, mais finalement, des problèmes plus urgents, on en a eu jusqu'à aujourd'hui. Et quelque part, lorsque le juge Barak a fait voter ces 2 lois fondamentales en 92, je dirais qu'il a un petit peu profité à la fois du pouvoir qu'il avait au sein de l'establishment judiciaire et de la Cour suprême, et aussi, quelque part, d'une lacune, parce que du fait qu'aucun gouvernement, aucune Knesset jusqu'aux années 90 n'a voté l'ébauche d'une constitution, eh bien la Cour suprême s'est engouffrée dans ce vide juridique pour essayer d'imposer sa conception de la constitution. Alors, pour quand même décrire les choses de manière plus précise, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de constitution jusqu'à aujourd'hui et pourquoi c'est un sujet tellement brûlant? Parce qu'en fait, l'objet de la constitution, c'est pas seulement de définir les différentes institutions, ça je dirais c'est la partie la plus évidente et la moins sujette à polémique d'une constitution. C'est de dire voilà, le président de l'État a telle et telle prérogative, le Parlement telle et telle prérogative, voilà comment les lois sont votées, voilà comment fonctionnent les institutions. Ça je dirais c'est la partie la plus banale d'un texte constitutionnel. Mais au-delà de ça, une constitution doit définir les valeurs fondamentales de l'État. Et c'est là évidemment que ça pose problème. Et elle doit définir plus précisément les normes suprêmes auxquelles doit faire référence, les normes auxquelles sont soumis les pouvoirs, les différentes institutions. Et c'est là évidemment qu'il y a un sujet polémique, un sujet qui est au cœur, je dirais, du débat politique en Israël. Et c'est pour ça qu'en 1948, quand certains juristes voulaient que Israël adopte une constitution, eh bien, évidemment, les partis religieux de l'époque ont dit non, on ne peut pas avoir de constitution, parce que non seulement le droit israélien, c'est un droit laïque, alors que beaucoup de gens, pas seulement d'ailleurs des Haredim, même des gens comme le juge Menachem Elon, beaucoup de gens qui appartenaient au public sioniste religieux, ou même des gens qui n'étaient pas forcément religieux, mais se sont dit, finalement, un droit, nous, on vient de parvenir à l'indépendance. On s'émancipe de la domination anglaise, donc les lois britanniques, on va peu à peu s'en débarrasser, et on va instaurer un droit israélien. Eh bien, ce droit israélien, il existe déjà, on a le droit juif. On a le droit juif multimillénaire qui existe, il suffit de l'adapter à la modernité et on aura un droit pour l'État d'Israël. Évidemment, cette conception a été rejetée. Et finalement, le droit juif est resté applicable seulement dans des domaines bien restreints que sont le droit de la famille, certaines branches du droit de la famille par exemple, ou certaines lois, comme vous avez par exemple, si vous vous promenez dans la rue, vous trouvez une montre, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez essayer de retrouver son propriétaire. C'est pour ça que vous voyez des fois des petites affichettes dans la rue à Shavat Aveda. Parce qu'il y a une loi sur la restitution des objets trouvés qui est en fait une loi transcrite de la halakha. Donc c'est une loi qui existait dans le droit juif depuis très longtemps, qui a été transcrite dans le droit israélien. Mais hormis ce cas-là et d'autres cas tout à fait résiduels, le droit israélien n'est pas... Merci. Le droit israélien n'est pas conforme, je vous en prie, n'est pas conforme au droit juif. Donc le droit juif a une part tout à fait résiduelle, même si jusqu'à aujourd'hui il y a une commission au sein du ministère de la Justice, il y a des associations qui essayent
de développer l'influence du droit juif, du droit hébraïque dans le droit israélien. Mais cette influence jusqu'à aujourd'hui reste tout à fait mineure et résiduelle. Donc on a adopté un droit inspiré des systèmes de droit occidentaux, en s'inspirant de tous les... Vous avez une commission du droit comparé, par exemple, au ministère de la Justice, qui, chaque fois qu'on doit voter une loi, va regarder qu'est-ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, en France, et en fonction de ça, on va s'inspirer des systèmes judiciaires existants. Donc, je dirais un petit peu paradoxalement, le droit israélien s'est largement inspiré du droit d'autres pays occidentaux, alors que finalement, quelque part, sur le plan juridique, judiciaire, on a une civilisation beaucoup plus ancienne que tous les pays dans lesquels on s'est inspiré. Donc, quelque part, c'est un petit peu un paradoxe qu'on a été chercher l'inspiration dans des sources étrangères, alors qu'on avait quelque part aussi nos propres sources. Mais ça, c'est peut-être un débat un petit peu différent. Mais en même temps, le lien, c'est que, quelque part, le juge Barak, pour lui, le modèle, c'était toujours les pays occidentaux. Il a fait une partie de ses études aux États-Unis, il était à Harvard, il est revenu des États-Unis, il avait pas encore 35 ans, il a été désigné doyen de la faculté de droit à Jérusalem, l'université hébraïque. Et à cette époque, d'ailleurs, dans sa biographie, il y a une anecdote très intéressante. Sa biographe raconte que lorsque Aaron Barak a été nommé doyen de la faculté de droit à Jérusalem, une de ses fonctions, c'était de régler les conflits et aussi de licencier certaines personnes. Parce qu'il s'occupait des ressources humaines, en gros. Donc il devait licencier une personne. Et lorsque il devait licencier quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait? Il le convoquait dans son bureau. Il lui disait, monsieur, voilà, tel et tel. Il lui expliquait en gros pourquoi il devait le licencier, mais il arrivait à le persuader qu'en fait, il devait démissionner. Finalement, il présentait le licenciement comme si c'était lui-même qui démissionnait, vous voyez. Et finalement, la personne, elle se retrouvait finalement à accepter de donner presque sa démission, et après, elle se demandait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle ne comprenait même pas ce qui lui était arrivé. Et bien, cette technique que le juge Barak avait développée quand il était un jeune professeur à l'université, doyen de la faculté, eh bien, il l'a appliquée quelques années plus tard, dans une affaire beaucoup plus lourde de conséquences, puisqu'en fait, c'est quelque part à cause de lui, ou grâce à lui, selon vos préférences politiques, que le gouvernement Rabin est tombé en 77 et que Begin est arrivé au pouvoir. C'est la fameuse affaire du compte en dollars. Alors, je voudrais en dire quelques mots parce que ça illustre bien le pouvoir que les juges ont acquis en Israël et que le procureur de l'État a acquis en Israël à l'époque de Barak. L'affaire du compte en dollars, c'était finalement une affaire tout à fait mineure qui ne relève pas du tout de la lutte contre la corruption, puisque Yitzhak Rabin était accusé tout simplement d'avoir violé une réglementation sur le contrôle des changes parce qu'il détenait encore un compte auprès d'une banque américaine, et ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un compte occulte sur lequel il allait recevoir des profits illicites, c'était tout simplement le compte qu'il avait ouvert lorsqu'il était ambassadeur à Washington. Donc, ancien ambassadeur à Washington, devenu le candidat travailliste aux élections et devenu ensuite le Premier ministre, eh bien, il avait oublié qu'il avait un compte qui dormait avec 20 000 $ dessus. C'est pas une somme énorme, même à l'échelle de l'époque. Il y avait 20 000 $ qui dormaient sur ce compte aux États-Unis, et à cause de ça, il a finalement été amené à démissionner par le juge Barak, qui à l'époque était le procureur de l'État, Aaron Barak. Et Aaron Barak a réussi à le persuader, là aussi, avec cette technique qu'il avait développée quand il était à l'université, le doyen, c'est-à-dire en lui disant, si tu démissionnes pas, alors on va ouvrir une enquête contre toi. Donc il y avait une espèce de chantage comme ça, en lui faisant comprendre que le mieux pour lui, c'était